Pas question de s'allier avec la NUPS, puisque nous défendrons notre propre projet. Vous l'avez vu à la présidentielle avec Marine Le Pen, on l'a redit aux élections législatives, et on continuera à le redire. On défendra notre projet, qui n'est pas le même que celui de la NUPS. En revanche, sur la dénonciation du projet du gouvernement, très certainement, il y aura des oppositions multiples, c'est-à-dire des oppositions de gauche et des oppositions de droite. Emmanuel Macron, on le rappelle, a réaffirmé cette semaine sa volonté de repousser l'âge légal à 64 ou 65 ans d'ici 2031. Vous appelleriez quoi? À manifester, à descendre dans la rue? Ce serait quoi votre contestation contre cette réforme? Je ne pense pas que la rue change quoi que ce soit. Ce sont les élections qui changent. Voilà. En revanche, le Parlement va être amené à se prononcer. Et à ce moment-là, on verra qui vote quoi. Nous, on a déjà dit, on ne votera pas en l'état les propositions du gouvernement sur une retraite à 65 ans. Je suppose que la gauche fera pareil. On verra si les LR viennent au soutien de M. Macron et si elles sauvent ce système-là. À tout risque pour eux, parce que je peux vous dire, pour moi, voir à Perpignan les réactions que suscite déjà dans les discussions la retraite à 65 ans, je peux vous dire que ça ne va pas être facile à maintenir ce système-là. Qu'est-ce que c'est, si vous n'appelez pas à manifester, quelle est votre marge de manœuvre? On fait de la politique dans les institutions, il y a un Parlement, et ce Parlement, il est fait pour voter des lois, pour les dénoncer. Mais moi, ça fait 30 ans que je vois la gauche dans la rue dénoncer un certain nombre de choses, des syndicats dans la rue lutter, paraît-il, contre la désindustrialisation, et en 30 ans, ils ont sauvé combien d'emplois? Voilà, dans ma propre région, la majorité des industries du textile, de l'aluminium ou du reste a déserté ou a été délocalisée. Ils ont servi à quoi, ces gens-là? À rien. Et les gens d'ailleurs qui ont voté à gauche pendant des décennies, aujourd'hui, eh bien, ils votent pour le Rassemblement national et les candidats. Exemple, l'Aude, département socialiste, j'allais dire historique, qui a basculé aux dernières élections législatives en envoyant 3 députés du Rassemblement national à l'Assemblée. Louis Alliot, l'inflation de la France est la plus basse de la zone euro. Est-ce que vous dites, bien joué Emmanuel Macron, il faut quand même mettre ça à son crédit? Non, parce que l'inflation, elle est là. Alors, je ne sais pas si c'est la plus basse, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres que vous avez, mais elle commence à être inquiétante. C'est 6,2% septembre contre 10,1% dans la zone euro. Pour le portefeuille de nos compatriotes, parce que l'inflation, elle touche les plus modestes. C'est l'énergie, c'est l'alimentation, et là encore, on ne prend pas les mesures que nous prenons depuis l'élection présidentielle, à savoir la baisse de la TVA, et la TVA à taux zéro pour une centaine de produits de base qui permettraient aux foyers les plus modestes de vivre, j'allais dire, dignement. Marion Moog. Mais face à cette crise, le gouvernement a débloqué un certain nombre d'aides et de chèques. Est-ce que vous dites qu'il faut aller plus loin, par exemple réfléchir sur une hausse des salaires? Est-ce que pour vous c'est une piste de travail? Oui, c'est une piste de travail. On a proposé l'augmentation de 10% sans, j'allais dire, sans charge sociale. Même si Emmanuel Macron l'a retoqué. Donc pour vous, il faut continuer à travailler sur cette piste. Mais de toute façon, il a tout retoqué. Dans le dernier plan de finances publiques, il a retoqué tout ce que les oppositions ont proposé. Parce que ces gens-là croient qu'ils sont les seuls à détenir la vérité révélée. Donc vous dites c'est pour au Parlement qu'il faut l'imposer? Oui, bien sûr. Et c'est pour cela qu'ils utilisent le 49.3. Mais comment on impose aux entreprises d'augmenter les salaires, par contre? Comment vous faites ça? On n'impose pas, on incite. Et s'ils augmentent de 10%... C'est ce que fait le gouvernement. S'ils augmentent les salaires de 10% et qu'ils n'ont pas en contrepartie de charges sociales à payer, eh bien je pense que beaucoup de chefs d'entreprise le feraient. Parce que le problème de l'augmentation des salaires, c'est aussi de payer les charges sociales qui vont avec. Marie-Pierre Haddad. Oui, alors dans les sujets qui ont marqué les internautes cette semaine, il y a tout d'abord le salaire de Kylian Mbappé, du footballeur. Alors c'est 6 millions d'euros bruts par mois, donc évidemment les internautes sont scandalisés par ce chiffre, tout comme d'ailleurs ils ont été scandalisés par celui du patron de Total, Patrick Pouyanné. Est-ce qu'il faut, selon vous, plafonner les salaires, que ce soit pour celui d'un grand patron ou pour celui d'un footballeur? C'est totalement délirant. Et malheureusement, c'est ce système aussi on va dire de consommation mondiale qui produit ce genre d'excès. Et je serais, moi, effectivement, assez favorable qu'on limite les salaires, en tout cas pour le foot, à ce niveau. Ou alors qu'on le surtaxe d'une manière, j'allais dire, encore plus importante que ce qu'il est taxé. Mais pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen avait proposé d'exonérer d'impôt sur les revenus tous les moins de 30 ans. Elle prenait d'ailleurs souvent le cas de Kylian Mbappé. Est-ce que vous savez le manque à gagner du coup que ça représente pour... Oui, mais entre-temps, il y aurait l'impôt sur les fortunes financières, en quelque sorte, où là, il serait assujetti à cela.
Donc, pour les moins de 30 ans, c'était ceux qui montent leur entreprise, et j'allais dire, donc, et qui vivront. Un seuil. Exactement, mais évidemment, quand on est au niveau de M. Mbappé, ça tombe évidemment sous un autre impôt, et notamment celui de la fortune financière. Vous dites qu'il n'échapperait pas à l'impôt de toute façon? Non, il n'échapperait pas à l'impôt. Mais je pense que même pour le foot lui-même, les instances du foot devraient quand même s'interroger sur la réalité du sport aujourd'hui, parce qu'entre le salaire de M. Mbappé et la Coupe du Monde au Qatar, je peux vous dire que c'est quand même, pour le sport lui-même en général, quelque chose qui abîme les valeurs qui devraient être transmises par le sport tout simplement. Est-ce que vous croyez à une explosion sociale type gilet jaune? Est-ce que même vous le souhaiteriez, l'expression de cette colère de cette manière? Je ne le souhaite pas, parce que les désordres, on voit toujours comment elles commencent et on ne sait jamais comment elles se terminent. En revanche, oui, je le crains, oui. Parce que de plus en plus autour de moi, beaucoup de gens disent « ça ne durera plus très longtemps ». Et en général, c'est ce qui avait conduit les Gilets jaunes à commencer à occuper les ronds-points, d'abord dans un esprit, on va dire, revendicatif, bon enfant, et puis on a vu à la fin tout ça noyauté par la gauche et l'extrême gauche et les violences qui vont avec. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette explosion, elle advienne à nouveau selon vous? Qu'est-ce qui manque si vous dites qu'on n'est pas loin? Si l'inflation continue, que le gouvernement continue à faire la sourde oreille, notamment sur les produits de première nécessité, ou même sur les carburants, et malgré les boucliers qui ont été mis soi-disant en place, l'inflation elle est là, je pense qu'effectivement un certain nombre de personnes ne pourront tout simplement pas payer leurs factures. Et à partir de là, quand vous ne payez plus votre facture, que vous avez des procédures qui sont mises à votre encontre, eh bien en désespoir de cause, vous n'avez que la manifestation ou la rébellion. Mais vous parlez justement de la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Est-ce que ce n'est pas là justement une mesure extrêmement injuste, puisqu'elle touche toutes les classes de la population et qu'elle n'est pas ciblée sur les classes populaires? Que fait le gouvernement contre l'augmentation de plus de 20%, par exemple, sur la viande surgelée? Que fait-il sur les fruits et légumes? Que fait-il? Rien pour l'instant, on ne le voit pas. Il laisse la spéculation. On est dans la spéculation, là. Il va bien falloir que le gouvernement, à un moment donné, se penche sur les phénomènes spéculatifs qui font qu'aujourd'hui, des produits sont hors de prix, alors que rien ne permet de dire que l'augmentation est basée sur quelque chose de rationnel. Mais sur ça, moi, je demande à voir et je demande qu'on analyse plus précisément les choses. Marion Manque. Mais vous sentez cette colère dans la société et vous dites en même temps une dissolution n'est pas souhaitable. Comment on évite alors, dans ces cas-là, un blocage de la France entre des Français qui sont opposés à la politique qui est menée et puis un Parlement qui aurait du mal à fonctionner? La démocratie, c'est le pluralisme des opinions. Si cette Assemblée nationale a été, j'allais dire, aussi plurielle, c'est parce que le peuple français souhaite qu'à l'Assemblée, il y ait des débats, il y ait des compromis, il y ait des avancées qui soient faites de la part du gouvernement et quelquefois de la part des oppositions. Si ce n'est pas fait et que ça va au blocage, eh bien, il y a un texte constitutionnel, il y aura des motions de censure, et pourquoi pas, si le gouvernement juge qu'il n'a plus la confiance du peuple, eh bien, il procédera à la dissolution et on repartira à l'élection. Mais ça ne nous appartient pas. Moi, je souhaite que pour mon pays, il y ait une certaine stabilité. Mais si le gouvernement veut aller à la dissolution, à l'élection, nous irons à l'élection. Nous sommes un parti politique et nous sommes faits, j'allais dire, pour ça, c'est-à-dire participer à des élections politiques. Une question sur les réseaux sociaux, Marie-Pierre Haddad. Prendre un exemple très concret sur l'essence et le carburant. Emmanuel Macron a confirmé qu'il y aurait une aide pour les gros rouleurs, donc ceux qui sont obligés de se servir... Alors, comment on contrôle le gros rouleur? Voilà, ceux qui sont obligés de se servir de leur voiture pour aller travailler. Vraiment, c'est un sujet qui monopolise toute l'attention des internautes sur les réseaux sociaux. Vous voyez aussi les prix qui augmentent. Est-ce que là, vous ne reconnaissez pas que oui, c'est une bonne idée de la part du gouvernement? Ça peut leur être utile. Ce débat a déjà eu lieu et quand on a posé au ministre de l'économie la question « mais comment on va contrôler qui roule beaucoup ou pas ?» Il a dit qu'il n'en savait rien. En accord avec les entreprises. Mais qui contrôle? Qui regarde? On va prendre des photos du compteur du véhicule qui est utilisé par la personne. Comment on fait ça? Ça n'existe pas, ça. Donc pour vous, c'est complètement inutile. C'est complètement technocratique et à mon avis, je ne sais pas comment ça peut se faire. En revanche, la baisse de la TVA et la baisse des taxes, c'est quelque chose qu'on peut faire immédiatement. Parce que le problème de l'essence, ce n'est pas un problème mineur. C'est un problème qui touche aujourd'hui le monde économique en général, qui touche les familles et qui touche aussi le monde associatif. Par exemple, les clubs de sport aujourd'hui, amateurs, qui louent des minibus pour apporter leurs gamins à des compétitions départementales, eh bien aujourd'hui sont freinés aussi par le prix des carburants. Et vers qui ils se tournent?
vers les familles et les collectivités. Et les collectivités, elles sont déjà étranglées par un certain nombre de mesures gouvernementales qui ont été prises. Et donc je vous dis que là aussi, on va vers des problématiques qui seront génératrices de conflits avec l'État. On va parler de sécurité maintenant avec ce fait divers à Roanne, un père de famille qui a tabassé un mineur isolé accusé d'avoir sexuellement agressé sa fille de 6 ans. Est-ce que vous comprenez les Français qui se font justice eux-mêmes ? Alors je les comprends. J'ai mis en garde depuis déjà longtemps parce que quand vous êtes maire, vous êtes à un poste d'observation avancé de ces choses-là. Et comme la justice ne traite pas comme elle le devrait les cas précisément de violence, comme la police qui est débordée par manque de moyens, par manque d'effectifs, par manque d'ordre, elle aussi, au bout d'avoir arrêté 15 fois le même voyou, eh bien peut-être que la 16e fois elle laisse passer, bien toute cette chaîne d'ordres qui ne sont pas donnés et de sanctions font que les citoyens, effectivement, vont commencer à se faire justice eux-mêmes. Je ne le souhaite pas, parce que ce sera l'anarchie, ce sera des débordements, il y aura des choses très graves qui se passeront. Mais si l'État continue à être inactif en matière de justice et en matière de police, ça arrivera, c'est sûr. Donc vous dites, je le comprends. Est-ce que vous dites qu'un homme comme lui ne devrait pas être jugé, ne devrait pas être condamné ? Mais il va être jugé et condamné. Oui, mais est-ce que vous dites, je le comprends si bien ? Non, mais vous pouvez comprendre des situations. L'état actuel Écoutez, de la situation, quand vous avez une gamine, j'estime qu'un homme comme lui, on devrait le laisser en dehors des coups de la justice. Quand vous avez une gamine qui est agressée sexuellement et que vous faites vengeance directement, c'est pas bien et c'est contraire à la loi. Donc il sera sanctionné. Pour autant, sur des cas similaires ou d'autres cas de violence, les gens ont été traduits en justice et n'ont pas eu grand-chose et ont même récidivé, c'est là qu'il faut se poser la question. Mais alors, est-ce que vous craignez une généralisation de ce phénomène ? Oui. Je crains une généralisation. Je crains la généralisation de la vengeance, je vais dire, personnelle, et je crains la généralisation de milices dans certains quartiers qui, eux aussi, vont remettre de l'ordre en fonction, ça dépend. Donc des milices privées qui s'organiseraient dans les quartiers. Mais c'est déjà le cas. À Perpignan, ça existe ? Non, ça n'existe pas et je fais tout pour que ça n'arrive pas. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un bruit de fond qui dit, si la police n'y arrive pas, nous le ferons. Et vous comprenez, puisque vous dites je le comprends et que vous mettez en cause la justice. C'est pas je comprends. Je me mets à la place de ce père de famille. Est-ce que vous pourriez encourager une proposition pour une justice privée, par exemple, pour cadrer justement ce genre d'organisation parallèle ? Non. En revanche, je suis pour l'application des lois, stricte des lois, et pour que la sanction soit effective. Voilà, ça je suis pour. Et puis pour que, dans un certain nombre de cas où ce sont des mineurs isolés et des étrangers qui commettent ces choses-là, on les expulse manu militari dans des délais, j'allais dire, raisonnables. Un autre fait divers qui a beaucoup heurté les Français, celui de la petite fille Lola, qui a été retrouvée morte et sauvagement assassinée. L'auteur présumé des faits est une Algérienne qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Est-ce que vous dites Lola a été tuée parce qu'elle était française ? Un francocide, comme le dit Éric Zemmour. Non, Lola a été tuée parce que dans le système qui est aujourd'hui le nôtre d'immigration incontrôlée, elle est tombée sur la mauvaise personne au mauvais moment. Mais c'est arrivé à d'autres, malheureusement. Et malheureusement, si on ne fait rien, ça arrivera encore à d'autres. Et notamment à tout ce qui concerne l'immigration clandestine algérienne, les fameuses OQTF. Sur l'Algérie, par exemple, je crois que l'année dernière, il y en a eu 2278 qui concernaient des Algériens. Est-ce que vous savez combien il y en a qui ont été effectivement réalisés ? 22. Voilà. 22 sur 2278. Donc on a quand même un problème avec un certain nombre de pays qui nous envoient de l'immigration. Et dans cette immigration, il y a un certain nombre de voyous. Tant qu'on ne réglera pas ces problèmes, on n'aura pas réglé le problème dans la rue. Et ça peut arriver à n'importe qui. C'est ça, justement, aujourd'hui. Ça veut dire que pour vous, la politique de Gérald Darmanin aujourd'hui n'est pas à la hauteur ? Mais c'est du vent. C'est du vent. C'est de la communication, c'est de la télévision. Mais sur le terrain, il n'y a rien. Il n'y a pas assez d'hommes, il n'y a pas assez de respect des textes. Et puis on n'est pas assez dur avec les pays qui nous envoient de l'immigration, qu'on le veuille ou non. Pourquoi avons-nous ce problème avec l'Algérie ? Alors chaque fois qu'on a des dirigeants français qui vont là-bas, ils se mettent à plat ventre, s'ils pouvaient même sous le tapis, pour s'excuser de choses dont ils ne devraient pas s'excuser. Mais en revanche, les vrais problèmes liés à l'immigration, au problème des visas, et on devrait même leur dire à la suspension de l'accord de 68 que nous avons passé avec eux sur l'immigration et l'entrée et les séjours des Algériens en France, vous verrez que ça changerait de musique. Mais ils n'ont pas le courage de le faire. Emmanuel Macron refuse de faire un lien existentiel entre délinquance et immigration. Est-ce que vous le regrettez ?
Ben oui, parce que de toute façon, quand il dit ça, il va à l'encontre de tout ce que pensent les Français aujourd'hui, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche. Donc je me dis que ça ne m'étonne pas que dans les sondages, ils connaissent une baisse de plus en plus vertigineuse, et avec lui, toute la gauche sur ce problème. Ça veut dire quoi, un lien existentiel entre immigration et délinquance? Je ne sais pas, c'est vous qui avez posé la question. Non, mais, et vous, si vous dites qu'effectivement, c'est ce que pensent les Français, vous pensez que ça veut dire quoi derrière? Dans les statistiques, aujourd'hui, dans un certain nombre de faits dans les rues qui se passent, la plupart du temps, ce sont des clandestins qui les commettent. Voilà. C'est même le préfet Lallemand, je crois, dans son dernier livre, qui a dit en région parisienne, c'est plus de la moitié des faits, je crois, sont commis par des étrangers en situation irrégulière. Bon, on ne parle pas de lien statistique, on parle de lien existentiel. Oui, mais ça, demandez-lui ce que ça veut dire un lien existentiel. La vérité, c'est qu'il y a des statistiques, dans ces statistiques, il y a des faits, et dans ces faits, une majorité sont précisément de la responsabilité de mineurs délinquants étrangers qui n'ont rien à faire chez nous et qu'on devrait renvoyer, je vais dire, du jour au lendemain. Et quand vous voyez la proposition du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de généraliser l'expulsion de logements sociaux des familles de délinquants, qu'elles soient aussi étrangères, est-ce que c'est une bonne proposition pour vous? Est-ce que ça mérite de travailler dessus ou pas? Mais bien sûr que ça mérite, mais tout cet arsenal mérite. Mais je veux dire, ça fait quand même un moment qu'ils sont au pouvoir, tous ces gens-là. Lui, avec la droite, puis avec M. Macron, ils ont fait quoi pendant des dizaines d'années? Ils ont laissé pourrir une situation qui est en train de nous exploser à la figure. Et aujourd'hui, quand on voit M. Darmanin, il a été incapable d'expulser un imam qui s'était réfugié en Belgique et de le trouver d'ailleurs, etc., dans une opération rocambolesque. Les Français n'ont plus confiance. Voilà. Quand M. Darmanin parle, les Français rient jaune, il faut quand même le dire. Et vous pourriez soutenir une telle proposition, donc. Et d'ailleurs, il y a un projet de loi immigration qui est déjà en discussion. L'année prochaine à l'Assemblée, est-ce que le Rassemblement national doit travailler avec le gouvernement sur ce texte? Mais oui, mais on fera nos propres propositions. Et je peux vous dire, nous, on est confrontés à cela tous les jours, de logements occupés par des familles de délinquants. Et malheureusement, on n'a pas les moyens ni de les expulser de ces logements, ni l'État de les expulser à leur pays d'origine. Au début d'émission, vous disiez qu'il faut être constructif. S'il y a des propositions de gauche ou de droite, il faut savoir les regarder quand elles sont bonnes. Donc s'il y a des propositions qui sont bonnes dans le projet de loi immigration, vous pourriez soutenir, voter ce projet. Mais le Parlement, ça marche comme ça. Le gouvernement propose et nous, on amende et on propose nos propres solutions. Si nos solutions, j'allais dire, se retrouvent dans un texte qui est proposé par le gouvernement, pourquoi pas? Ça ne gênerait pas. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de votre grand jury. Merci. Regardez, nous sommes dans l'avenue principale qui a été largement détruite. Voici ce qui s'est passé ici à Kiev. Nous sommes tout près du périphérique. Et dans cette direction, il y a en ce moment même des combats entre soldats russes et soldats ukrainiens. Et on entend très régulièrement ces tirs d'artillerie lourde. Les Russes étaient ici il y a encore un peu plus d'une semaine. Ils ont quitté la ville. Les positions ukrainiennes sont dans la région. On ne va pas évidemment vous dire précisément où. Nous découvrons ici l'avenue principale de Borodianka. Alors, vous avez réfléchi à un prénom? On a pensé à Jean-Luc. Oh, comme son papy. Pardon? Tu m'as dit que t'adorais. Non mais je déconne moi, pour un bébé, Jean-Luc. Bah oui, Jean-Luc. Jean-Luc. Ça revient? Ça revient? Non, ça revient pas. Si, non, Jean-Luc, je suis désolé. Enfin, je veux dire sérieusement, vous avez déjà vu un bébé qui s'appelle Jean-Luc? À Compiègne, on n'est pas toujours d'accord. Mais il y a une chose qui ne se discute pas, c'est Leclerc le moins cher. Tout comme à Concarneau, Saint-Pierre-les-Elbeuf et Vierzon. Et chez vous, qui est le moins cher? Vérifiez sur l'appli Mon Leclerc. Leclerc. Il y a 1000 façons de dormir, mais une seule d'en profiter pleinement, c'est sans interruption. Nouveau Euphytose Nuit à libération prolongée de mélatonine, pour une nuit complète de sommeil. Voici Roomba Combo J7+, le seul robot aspirateur laveur doté d'une lingette entièrement rétractable pour protéger tapis et moquette. Une maison ne reste jamais propre très longtemps. Alors laissez Roomba Combo J7+ faire. La saleté, c'est son affaire. Tu sais quel jour on est aujourd'hui, mon Nico? C'est le jour où tu vas t'occuper de ton argent, enfin! Tu vas aller sur yomoney.fr et tu vas voir ce qu'ils proposent. Ouais, chérie. Je rangeais un truc, j'arrive. Préparez votre retraite et défiscalisez jusqu'à 10% de vos revenus en ouvrant un PER chez Yomoney. Yomoney, votre gérant d'épargne en ligne. Prime Vert, 100% végétal, vous donne le pouvoir d'agir sur votre santé cardiovasculaire. Avec une gamme 100% plaisir.
Pour plus d'efficacité, nous collaborons avec l'Institut Pasteur de Lille depuis 30 ans pour concevoir 100% de notre gamme. Prime Vert, place au plaisir, pas au cholestérol. Aujourd'hui, prenez soin de la santé cardiovasculaire de celle que vous aimez avec Prime Vert de tout cœur avec les femmes. Dans la vie, il y a différentes façons de dire au revoir. Il y a les au revoir réconfortants, les déchirants, les au revoir de loin, de près, et ceux qui restent gravés à tout jamais. Et puis, il y a le dernier au revoir. Que faire quand un décès survient? Qui contacter? Appelez le 3012, une équipe urgence décès PFG vous prend en charge immédiatement de jour comme de nuit. Urgence décès 3012, un service PFG. Direct Assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 €? Mais c'est scandaleux, monsieur. Non, on va rester chez vous, c'est clair? Là, ils ont compris. Et pour 2, 3, 4 contrats souscrits, c'est 2, 3, 4 mois remboursés. Réduire sa consommation d'énergie, c'est facile à dire, mais en pratique, moi, je vois pas comment faire. J'ai fait un bac scientifique, moi. Pas un bac, gère ta conso pour chaque radiateur dans ta maison. Mon pilotage ELEC est l'outil parfait pour piloter votre chauffage pièce par pièce et mieux gérer votre consommation. Cet hiver, avec les solutions d'Engie, réduire sa consommation d'énergie devient plus facile. J'agis avec Engie. Sur laposte.fr, j'affranchis mon colis et je demande le passage de mon facteur. Il le récupère directement dans ma boîte aux lettres. Envoyer mes colis sans me déplacer, c'est simple, c'est sur laposte.fr. Vraiment qu'on achète une télé là. On va chez Electrodépôt. Chez qui? Electrodépôt, l'enseigne qui a déjà séduit 5 millions de Français. Il y a ceux qui ont opté pour un grille-pain, un réfrigérateur ou encore une enceinte et un lave-linge. Et pourquoi pas vous? Avec cette télé 4K d'Anwood 139 cm à seulement 289 €. Allez, bon match! Alors aux 5 millions de Français qui nous ont fait confiance cette année... Oui, on peut vous dire merci. Electrodépôt, des prix, mais pas seulement. Voilà, votre alarme est installée. Donc à partir de maintenant, si quelqu'un essaie d'entrer chez vous, les caméras le repèrent et on s'occupe du reste. Vous êtes sur un site protégé par Vérissure. Veuillez vous identifier immédiatement. Rendez-vous sur vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. En ce moment, profitez d'un pack à moins 50%. C'est vous qui savez comment prendre soin de vous. C'est vous qui savez vous rendre plus fort et vous protéger le mieux. Choisissez Berocca Immunité Défense pour votre système immunitaire. Une formule unique 4 en 1 à base de plantes, souches microbiotiques, vitamines et minéraux. Berocca Immunité Défense, votre première ligne de défense, c'est vous. Écrire. Rêver. S'autoriser. Écouter ce que le cœur murmure et le décrire à en crever. Calligraphier des joies, des peines, faire hurler le papier, se libérer des chaînes et apprendre, faire, défaire, comprendre. Écrire pour l'avenir et pour s'aimer. Écrire pour exister. Pilote. On va régler ça une bonne fois pour toutes. Au fait, pour la fuite chez vous, vous pouvez aller sur mesdépanneurs.fr, les yeux fermés. Ah ok, merci beaucoup. Réparer, rénover, les yeux fermés avec mesdépanneurs.fr. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Marie Mollet. Louis Alliot est notre invité, maire de Perpignan, candidat à la présidence du Rassemblement national. Louis Alliot, vous avez fait paraître une tribune il y a quelques jours chez nos confrères de l'Opinion, dans laquelle vous appelez votre famille politique à rompre, à couper le cordon avec une histoire ambiguë, dites-vous. Alors, avec quels fondamentaux, très concrètement, le RN doit-il rompre? Est-ce que c'est la priorité nationale? Est-ce que c'est l'immigration? Expliquez-nous. Non, c'était une tribune de constat. Dans ma tournée, j'ai remarqué un certain nombre de choses. C'est une tribune pragmatique. Voilà. Si on veut gagner le pouvoir, il faut rassurer et pas inquiéter. Et le problème que, pas nous avons eu pendant des décennies, mais auxquels nous avons apporté des correctifs, et Marine Le Pen en premier, c'est précisément de faire et de dire à un certain nombre de Français de toutes origines, de toutes religions, de toutes couleurs, qu'ils sont des Français à part entière et que le RN demain aux affaires et Marine Le Pen à l'Élysée, eh bien, évidemment, toutes les situations seraient traitées de la même manière. Ce qui ne veut pas dire
que c'est le laxisme en matière d'immigration et qu'on renonce à un certain nombre de points de programme, dont la priorité nationale. Ça veut simplement dire qu'il faut aussi tenir compte de cette situation. On va revenir sur la question vraiment précise de l'immigration, parce que vous avancez clairement sur le sujet. Mais je réitère, est-ce que vous voulez rompre avec la ligne de Marine Le Pen? On vous pose d'autant plus la question que, selon Jordan Bardella, ce que vous proposez dans votre tribune, c'est ni plus ni moins, je le cite là, proposer aux adhérents du RN de rompre avec la ligne politique de Marine Le Pen. C'est précisément pour la conforter. Et c'est l'aboutissement finalement du virage qu'elle a pris en 2011 en prenant les rênes du parti et ce que nous avons poursuivi par ce que l'on a appelé la dédiabolisation depuis. Et maintenant, nous arrivons à un aboutissement. Et cette tribune, ça voulait précisément marquer, j'allais dire, encadrer tout le travail qui a été fait maintenant depuis 20 ans avec Marine et qui produit ses effets avec le score à la présidentielle et l'arrivée de 89 députés à l'Assemblée nationale. Vous écrivez que bien des étapes restent à franchir pour achever la dédiabolisation. Oui. Quelles étapes concrètement? Les étapes, c'est l'implantation locale et notre présence dans le moindre village de France. Voilà. Oui, mais là, vous ne nous expliquez pas. Dans votre tribune, vous appelez à une révolution, à couper avec des fondamentaux, idéologiques. Tout ce qui inquiète, voilà, tous les propos, toutes les mesures qui visent à inquiéter, telles qu'elles ont été portées par Éric Zemmour à la présidentielle, sont à bannir de notre logiciel politique. Voilà. Ça, c'est clair. Exemple concret, Louis Alliot, s'il vous plaît. Et tout ce que Éric Zemmour, dans sa campagne électorale présidentielle, a pu dire de formules à l'emporte-pièce, provocatrices, etc., ce n'est pas, ce n'est pas destiné à être en adéquation avec ce que nous pensons. Je pense que nous avons, nous, au Rassemblement national, un logiciel à nous-mêmes. Que ce logiciel, il a été bâti, comme je vous le dis, depuis 20 ans, au fur et à mesure, et qu'aujourd'hui, on arrive finalement à obtenir et accueillir les fruits de ce travail-là. Et il ne faut surtout pas tomber dans le piège qu'une certaine partie de la droite voudrait nous voir franchir. Mais vous dites que cette tribune est faite pour rassurer. Comment vous comprenez alors les mots de Jordan Bardella qui, ce matin dans le JDD, juge que cette tribune que vous avez écrite est pleine d'amertume, de rancœur? Je ne sais pas s'il a dit ça. S'il a dit ça, c'est une faute. Mais je ne crois pas que ce soit lui qui ait dit ça. Qu'il ait des deuxièmes couteaux qu'il ait dit, ça je veux bien le croire. Mais non, il est cité. Mais peut-être pas lui quand même. Parce que ce n'est pas une faute. L'article est assez clair sur ce point. Ah ben écoutez, alors c'est une faute, parce que ce n'est pas le cas. Cette tribune, elle s'adressait plutôt aux troupes d'Éric Zemmour et Éric Zemmour lui-même, plutôt qu'à notre propre formation politique. Mais dans tous les cas de figure... Vous dites entre vous deux, il n'y aurait pas de point de la diversion. ligne qui gagne, c'est la ligne de Marine et qui a été tracée. Et toute entreprise qui viserait à droitiser cette ligne-là ou à s'extrémiser sur un certain nombre de problèmes, je pense, serait vouée à l'échec. Ça, c'est ma conviction profonde. C'est celle qui m'a permis de gagner à Perpignan et c'est celle qui a permis à nos maires de l'emporter dans chacune de leurs mairies. Vous pensez que Jordan Bardella se rapproche de ce que vous venez de souligner qui mènerait à l'échec? Est-ce que vous estimez que sa politique, sa ligne mènerait à cet échec? Il serait trop proche de Éric Zemmour, par exemple? Il n'y a qu'une ligne pour l'instant au Rassemblement national, c'est celle qui est portée par Marine Le Pen. Sur Éric Zemmour, elle a été très claire. Non mais écoutez-moi, elle a été très claire. De Jordan Bardella et de la ligne de Jordan Bardella, estimez-vous qu'elle est trop proche d'Éric Zemmour et qu'elle mènerait le parti dans le mur? Monsieur Bardella suit la ligne de Marine et pas une autre. Donc pour l'instant, il n'a pas dit qu'il se sentait des affinités avec Éric Zemmour. Je crois qu'il a même dit le contraire récemment. Donc ce n'est pas un procès que je vais lui faire. En revanche, je sais très bien qu'il y a à la marge et à la périphérie du Rassemblement national des gens qui pousseraient à cette union des droites qui se résumerait à une alliance entre le Rassemblement national, Zemmour et quelques autres identitaires et qui serait, je pense, de mon point de vue, vouée à l'échec. Donc pour vous, l'union des droites n'est pas à suivre comme stratégie politique? Alors, l'union des droites, non. De quelle droite on parle? Est-ce que travailler, par exemple, avec les Républicains peut être pour vous utile dans les prochains mois? Mais ça peut se faire, mais au cas par cas, et ça ne peut se faire aujourd'hui qu'au niveau local. À Perpignan, dans mon équipe, j'ai des anciens RPR, des anciens UDF et des personnalités comme ça qui venaient d'horizon. Et on a réussi à bâtir le projet et on gère la ville ensemble. Et aujourd'hui, certains d'ailleurs ont franchi, j'allais dire, le pas et sont au Rassemblement national. Mais les états-majors, eux, on ne peut pas faire d'accord avec eux parce que l'électorat n'en veut pas de toute façon. En revanche, ils veulent du pragmatisme et localement, moi je parle toujours localement, je pense oui qu'il y a des alliances à faire. Voilà. Vous écrivez qu'il faut
je vous cite, « stopper l'immigration illégale ». Alors qu'on pensait jusqu'ici que la doctrine du Rassemblement national, c'était de stopper l'immigration tout court. Est-ce que c'est un retournement de veste? C'est pas vrai, parce que dans le projet de Marine Le Pen, vous aviez un quota d'immigration tolérée en fonction... Cette phrase a été notée au Rassemblement national, a pu heurter même au sein du Rassemblement national, a été, enfin voilà, beaucoup de gens ont été surpris par cette petite phrase que vous avez glissée dans votre fonction des besoins, tout simplement. Et oui, il faut stopper l'immigration illégale. Et oui, il faut renvoyer chez eux un certain nombre de personnes qui n'ont rien à faire chez nous. L'immigration, c'est encore une priorité, selon vous? C'est la priorité, selon vous, du Rassemblement national? C'est l'une des priorités. Est-ce que c'est la priorité? Mais c'est un acquis. C'est là où on se trompe quelquefois. Il y a certaines personnes qui voudraient en faire plus, mais il n'y a pas besoin d'en faire plus. Ça fait 30 ans qu'on dit que l'immigration est un problème. Oui, d'accord, mais c'est quoi la priorité selon vous en France aujourd'hui? Le pouvoir d'achat, c'est l'immigration? Bien sûr, c'est le quotidien des Français. Et dans ce quotidien, vous avez un aspect économique aujourd'hui sensible et majeur autour du pouvoir d'achat, et vous avez un problème d'immigration et d'insécurité que les Français voient bien, et il faut jouer, j'allais dire, sur ces deux pieds-là. C'est ça que aussi voulait dire cette tribune-là, et ne pas se tromper. Et parler à tout le monde, ça aussi c'est important. On va prendre un exemple concret sur le droit d'asile. Marine Le Pen, elle propose de réformer le droit d'asile, elle propose que les demandes se fassent depuis les pays étrangers dans les ambassades de France. Vous, Louis Alliot, vous êtes allé à la frontière ukrainienne chercher des réfugiés ukrainiens pour les mettre à l'abri dans votre ville de Perpignan. Est-ce que vous pensez sincèrement que ces réfugiés avaient le temps de passer par l'ambassade à Kiev et d'instruire une demande ? Mais c'est leurs maires qui ont fait les démarches nécessaires. Vous savez, il y en avait beaucoup plus en Pologne que ceux que l'on a reçus en France. Et c'est parce que j'avais, moi, une association présente sur mon territoire à Perpignan qu'on est allé chercher 110 personnes et que des femmes et des enfants et des personnes âgées. Ça n'est pas du tout la même chose. C'est une guerre au cœur de l'Europe. C'était une immigration de femmes et d'enfants. Et il s'est trouvé que, j'allais dire, une association était présente sur le sol. Mais dans tous les cas de figure, sur l'immigration en général, c'est quand même le programme que Marine a décrit qui s'applique. Sur cette proposition, il faut faire une exception ? Mais il n'y a pas d'exception. Si, c'est ce que vous dites. Vous dites qu'effectivement, là, c'est un cas particulier. C'est une guerre qui s'est déclarée du jour au lendemain. Oui. Ce sont des Européens. C'est aux portes de l'Europe. C'est notre pays avec lequel nous sommes amis, la Pologne, qui en a pris la plus grosse part tout de suite. J'allais dire, c'est une mesure de solidarité européenne, précisément, avec le peuple ukrainien. Je ne vois pas où est le problème. Ça ne correspond pas au programme proposé par Marine Le Pen pendant la présidentielle. Si, c'est tout à fait compatible avec le programme de Marine. Une question sur les réseaux sociaux, Marie-Pierre Haddad. Oui, vous évoquez beaucoup votre parcours, que ce soit à Perpignan, mais pour les internautes, ils retiennent que vous avez été le directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen et vous souhaitez rebaptiser, ça c'était l'actualité d'hier, une esplanade à Perpignan au nom de Pierre Sergent, un ancien chef de l'OAS, organisation qui a combattu violemment pour l'Algérie française. Plusieurs associations dont SOS Racisme ont manifesté hier contre ça. Et un internaute veut tout simplement savoir si ça ne fait pas de vous, justement, la vieille garde du FN. C'est comme ça qu'il l'écrit. Pas du tout. Perpignan a une histoire particulière sur les exils en général, que ce soit les Juifs, que ce soit les républicains espagnols, évidemment, les rapatriés d'Algérie et les harkis. On a déjà une stèle qui a été montée par mon prédécesseur, qui était UDF, Jean-Paul Alduy, sur les fusillés de l'Algérie française. Il y a un mur des disparus, c'est-à-dire le nom de toutes celles et ceux dont on a perdu la trace, qui a été fait par mon prédécesseur Jean-Marc Pujol et Suzy Nicaise, qui est la présidente du cercle algérianiste. Et j'allais dire, cette demande sur la rue Pierre Sergent, elle est récurrente par beaucoup de Perpignanais, parce que c'est une figure, c'est un ancien député de chez nous. Vous comprenez que ça choque certains ? Oui, ça choque la gauche. Ça choque la gauche. Hier, il y avait 100 personnes dans la rue. Mais la même gauche qui ne supporte pas qu'on donne une rue à monsieur Pierre Sergent est la même qui n'est pas choquée par le fait de s'appeler encore au Parti communiste, alors qu'il y a quand même 100 millions de morts derrière, le soutien au Viet Minh, le soutien au FLN et toutes les abominations qui vont avec. Alors les leçons de morale par ces gens-là, moi je n'en prends pas. En revanche, je rétablis un certain équilibre dans les mémoires et passer, j'allais dire, le baptême de cette rue-là, je pense que Perpignan sera à jour de toutes les mémoires dans sa ville. Elle a commencé, Marie-Pierre, sa question en rappelant que vous avez été le directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen et en disant que ça interpelle les internautes. Vous n'avez pas réagi sur ce point. Par exemple, vos positions dans votre nouvelle tribune ou sur... Il fallait lire mon livre. Ce sont des convictions profondes et de longue date. Il fallait lire. Je vais être très très direct. Oui. Okay, comme certains au RN, vous retournez un peu votre veste, de circonstances.
circonstance, parce que c'est comme ça que vous vous démarqueriez de Jordan Bardella. Il fallait lire mon livre, chère madame, et où tout est expliqué. Pas le temps de le lire, forcément. Non, mais d'accord, j'étais directeur de cabinet, mais c'est grâce aussi à ça qu'on a pris le virage qu'on a pris dans ce mouvement politique, et notamment avec Marine. Parce que, je veux dire, la trame de ce que l'on vit aujourd'hui a été posée il y a déjà longtemps, y compris quand j'ai pris ma première carte au Front National de l'époque, au Rassemblement National, où tout le monde pensait peu ou prou comme nous. Le seul sujet qu'il y avait au Front National, c'était la suspicion d'antisémitisme. Mais sur l'immigration, sur l'islamisme radical, sur le communautarisme, il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Ce sont toujours les mêmes idées qui sont les nôtres et le programme qui s'adapte à la situation du moment. Mais sur le fond, ça reste évidemment la même chose. La lutte contre l'immigration est évidemment, j'allais dire, un des marqueurs de notre famille politique. Marion Morgue. Alors, un des marqueurs, pour le coup, de cette présidentielle, c'est le thème du grand remplacement qu'Éric Zemmour a mis dans cette campagne. Vous dites toujours dans cette tribune, le thème du grand remplacement mène à la violence aveugle. Alors, est-ce que pour vous, c'est une thèse, c'est une théorie raciste? Non, ce n'est pas une théorie raciste, c'est une théorie qui inquiète. Moi, je connais des gens de notre propre communauté nationale qui sont originaires des Dom-Tom, par exemple, qui sont des Harkis, des gens, des Français musulmans, qui s'inquiètent de voir ce genre de discours d'un certain nombre de personnes. Mais ça veut dire qu'il faut mieux l'expliquer ou ça inquiète et ça n'a pas de pertinence dans le débat? Ça ne nous appartient pas. Je veux dire, je ne vais pas les défendre des concepts qui sont des concepts des autres. On a notre programme, on a notre logique, on a les antécédents là-dessus. On n'a pas attendu ni M. Zemmour ni un certain nombre d'autres personnes pour pointer les dangers que représente une immigration incontrôlée sur notre territoire. Donc en fait, je ne l'utilise pas moi, parce que je ne veux pas faire de publicité à ces personnes-là, et que je pense que par une politique aujourd'hui gouvernementale ferme, eh bien, on pourrait réguler l'immigration et on pourrait petit à petit lutter contre le communautarisme et mettre fin à un certain nombre d'entreprises étrangères sur notre sol qui portent l'islamisme radical comme modèle de société. Voilà ce que je dis. Quand vous écrivez que cela mène à que le grand remplacement ça peut mener, à des violences contre qui? Je ne souhaite pas la guerre civile, moi, en France. Des violences contre qui? Voilà. Contre des étrangers, pour être clair, ça mène à des violences contre des étrangers? Je ne souhaite pas la guerre civile. Et je dis que tout peut se régler démocratiquement pour peu que l'on soit ferme et qu'on prenne les bonnes décisions. Je ne suis pas dans la théorie et dans les grandes envolées lyriques, je suis dans le pragmatisme. Voilà, je suis dans le pragmatisme. Et dans ce pragmatisme-là, eh bien, il y a un certain nombre de directions à prendre et un certain nombre de directions à ne pas prendre. Si on veut réunir demain 51% des Français, je pense qu'il y a des manières de s'adresser à eux, quels qu'ils soient. Et je pense que la théorie du grand remplacement qui est prônée par M. Zemmour et d'autres est de nature à nous couper précisément de cette moitié de Français. Et d'autres. Alors, Jordan Bardella, il n'a pas repris mot pour mot la théorie du grand remplacement à son compte. Donc ça veut dire qu'il n'a pas repris. Mais on a vu, alors par exemple, le 29 août 2021, comme ça je suis parfaitement complète, je cite, il dit « Je n'aime pas ce mot de grand remplacement parce que je trouve qu'il n'est pas clair. C'est un slogan très intellectuel, mais il pointe une réalité qui est juste, a-t-il insisté. Est-ce que vous dites que les ambassadeurs du grand remplacement sont des Sandrine Rousseau de droite ? Oui, c'est qui la Sandrine Rousseau du Rassemblement national? Est-ce que c'est Jordan Bardella? Mais cette tribune n'était pas à destination du Rassemblement national. Elle était à destination du monde politique en général. Et oui, quand vous utilisez ce genre de propos, vous passez pour quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui est à la marge, et qui est un peu un iconoclaste dans la vie politique, qui n'est pas de nature à rassurer et à rassembler pour l'avenir. C'est ce qui est arrivé à Éric Zemmour. Moi, Éric Zemmour, polémiste, écrivain tous les jours à la télévision, je le regardais, j'étais d'accord ou pas d'accord, mais avec un certain plaisir. Le même Zemmour, derrière un micro en tant que président d'un parti politique après la campagne qu'il a fait, je le regarde avec moins de sympathie, c'est tout. Et c'est valable pour beaucoup, puisque regardez le score qu'il a fait et regardez le score dans les intentions de vote si demain il y avait une élection. Est-ce que quand Jordan Bardella dit que c'est une réalité, que ça pointe une réalité, il est iconoclaste et c'est une personnalité iconoclaste? Mais dans certains quartiers, il peut dire que certains quartiers sont totalement aujourd'hui sous le joug d'un communautarisme militant mené par des organisations, notamment islamisme radical. Oui, ça existe. C'est un identitaire, Jordan Bardella? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Il a fait ses classes avec Marine et je pense qu'il est sincèrement mariniste. Ce qui ne veut pas dire que... à la marge ou à la périphérie du Rassemblement national, certains lobbying peut se faire qui pousserait, j'allais dire, à ce qu'on change de discours. On l'a toujours connu, hein.
On l'a toujours connu. On l'a connu en interne avec M. Maigret à l'époque. On l'a connu après dans les années qui ont suivi. Et je veux dire, c'est un éternel recommencement que de maintenir une ligne et de s'y tenir. Alors vos adhérents votent en ce moment pour donc élire le président du Rassemblement national. Les résultats seront connus samedi prochain. Est-ce que vous avez encore une chance face à Jordan Bardella qu'on donne archi-favori ? Oui, évidemment. Je veux dire, tant que le match n'est pas fini, la partie continue. Il reste une semaine de vote. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas voté, qui vont le faire. Et je pense que cette partie, elle est beaucoup plus ouverte qu'on a bien voulu le dire. Vous savez, j'ai fait ma tournée des fédérations. Je suis même allé en Guadeloupe pour prendre un peu la température. Je vois bien ce que nos adhérents demandent. Et c'est là où peut-être les gens se trompent. C'est une élection d'adhérents. Ce n'est pas une élection de votants ou d'électeurs hors RN. Ce sont des adhérents. Et ces adhérents, ils répondent à un certain nombre, j'allais dire, de réflexes, et notamment de réflexes d'ancienneté, d'expérience, de gens qui m'ont connu déjà dans le combat depuis presque 30 ans et qui me connaissent depuis longtemps. J'étais secrétaire général, je suis encore vice-président, je suis le maire d'une ville de 120 000 habitants. Tout ça, ça pèse. Alors ça pèse pas dans les bruissements médiatiques que je peux voir tous les jours, que ce soit à la télévision, à la radio ou dans les journaux. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que pensent nos électeurs en interne. Parce que ça permettra quand même d'avoir une radiographie, de savoir si notre discours est le bon ou si on est en décalage avec le discours que nous portons. Justement, après cette radiographie, si jamais vous n'êtes pas élu, est-ce que vous restez au Rassemblement national ou vous dites Jordan Bardella président, je m'en vais, je fais autre chose? Non, quand même, écoutez, pendant 30 ans... On l'a connu dans d'autres partis. Oui, d'accord, enfin, c'est assez malhonnête d'ailleurs. Mais pendant 30 ans, j'en ai vu d'autres. J'ai vu des scissions, j'ai vu un certain nombre de choses. Et moi, je défends une sensibilité dans ce Rassemblement national. Je fais partie avec Marine et derrière Marine de ceux qui ont porté cette ligne de dédiabolisation qui permet aujourd'hui à 89 députés de siéger à l'Assemblée nationale. C'est pas pour partir demain et laisser, tout le travail qui a été accompli. Pour vous, elle reste la chef et la candidate légitime à la prochaine présidentielle? Pour moi, ça ne fait aucun doute. Je pense qu'elle est un atout de stabilité, un gage d'autorité, d'unité. Et effectivement, le prochain président du Rassemblement national devra surtout s'atteler à implanter le mouvement partout sur l'ensemble des territoires français. Est-ce que vous estimez que cette élection se déroule de façon équitable? Il y a toujours une prime à celui qui tient le manche. Bon, mais c'est pas pour autant qu'elle n'est pas équitable ou pas. On m'a donné les moyens de la faire, je connais le mouvement, je connais les départementaux, je connais les députés. Vous en avez deux d'ailleurs devant moi, le député Joly de l'Isère et le député Falcon de l'Aude. Il y a des gens qui me soutiennent. Donc voilà, c'est comme ça fait partie de la compétition. Quand vous rentrez sur un terrain de rugby, même contre une équipe réputée, c'est pas pour autant que vous avez perdu le match. Il n'y a pas de problème d'équité? Je ne le crois pas. Il y a sûrement des problèmes à droite, à gauche, mais ça fait partie aussi du jeu démocratique. Rien n'est parfait, vous savez. On va passer au lien entre le RN et la Russie, si vous le voulez bien. L'eurodéputé Thierry Mariani est visé par une enquête préliminaire du parquet de Paris pour corruption, trafic d'influence. Il aurait bénéficié de cadeaux, de voyages financés par le Kremlin par le biais d'une association dialogue franco-russe. Vous, président du RN, est-ce que Thierry Mariani doit être exclu du Rassemblement national? Écoutez, il tient cette association, il était LR déjà. Donc, oui, mais il a pris sa carte il y a quelques mois pour participer au Congrès. C'est pas nouveau. Thierry Mariani s'expliquera devant les instances auxquelles il sera confronté. Et puis voilà, moi j'ai pas de problème avec Thierry Mariani sur ce sujet-là. Je pense que ça a été traité. C'est la ligne de Marine qui compte sur la Russie et elle est très claire aujourd'hui. Et la condamnation notamment de l'agression russe en Ukraine a été prise, immédiatement par Marine et suivie des faits dans un certain nombre de soutiens que nous avons importés à un certain train de sanctions. Est-ce que vous dites quand même ça sera problématique s'il figure sur la liste, par exemple, des européennes en 2024 ? Est-ce qu'il faut tourner la page Mariani pour vous? Je ne sais pas, honnêtement, ça ne pose pas de problème. On verra ce que ça donne, mais pour l'instant, ça ne pose pas plus de problèmes que d'autres cas qui peuvent être dans d'autres partis politiques. Sur le fond, on le voit s'exprimer quand même régulièrement sur les plateaux sur la guerre Russie-Ukraine. Vous partagez ses positions à lui? Non, certaines fois, je pense qu'il défend... c'est un pays qu'il connaît mieux que moi d'abord, et il a sa vision à lui. Moi, je pense que dans l'affaire ukrainienne, il faut d'abord se mettre au soutien des populations qui subissent cette agression. En revanche, on peut aussi dire, comme il le dit, que la France n'est pas, obligée d'aller armer l'Ukraine et s'engager dans ce conflit plus
qu'elle ne l'est aujourd'hui, de faire très attention à cet équilibre-là. En revanche, sur la Russie, effectivement, il y a, j'allais dire, beaucoup de critiques qui doivent être portées. Et je pense que de toute façon, dans tous les cas, quels que soient les discours des uns ou des autres, ça passera par une négociation entre l'Ukraine, la Russie et un certain nombre de partenaires. Je pense à la Turquie, évidemment à la Chine et aux États-Unis. Et ça, nous n'y couperons pas. Et malheureusement, dans ce jeu des alliances, la France, elle pèse très peu. Et ça aussi, c'est à noter que la diplomatie française n'est plus du tout aussi puissante qu'elle ne l'a été. Oui, on reçoit énormément d'interpellations sur Twitter concernant l'enquête de complément d'enquête qui établit qu'il y a effectivement des liens entre le Rassemblement national et la Russie. Je vous cite la question d'Anthony qui veut savoir si vous avez regardé du coup cette enquête et spécialement ce que vous pensez de l'extrait où on voit le conseiller de Marine Le Pen, Philippe Ollivier, s'être rendu en Russie sur invitation d'un oligarque russe et après le remercier par mail en lui disant, je le cite, « Nous allons maintenant travailler de notre côté à donner à ces développements toute la cause dont ils ont besoin. » Est-ce que, oui ou non, il y a un lien? Est-ce que ce n'est pas dangereux? Je ne sais pas. J'ai lu l'article du journal du dimanche, je crois, la semaine dernière. Je n'ai pas vu complément d'enquête, mais vous avez qu'à inviter Philippe Ollivier, il vous dira ce qu'il en est. Mais vous allez prendre la tête du Rassemblement national. Mais je poserai la question. C'est le parti que vous allez souhaiter représenter. Je poserai la question pour savoir. Mais là, il agissait en tant que parlementaire européen par rapport à des instances européennes, pas par rapport aux partis politiques. Donc là, vous posez parce que Marine Le Pen, sur ça, a été très claire. Et donc, je ne pense pas que ce sont ses affaires à lui, mais elles ne concernent pas le parti politique RN. Voilà. C'est aujourd'hui, Louis Alliot, le second tour des élections présidentielles au Brésil. Est-ce que vous souhaitez la réaction du populiste Jair Bolsonaro ou pas? Ou est-ce que vous préférez Lula? Écoutez, je regarde ça en observateur européen d'une campagne, j'allais dire, assez musclée des deux candidats et on verra bien le résultat. Mais je ne m'engagerai pas ni sur l'un ni sur l'autre. Vous n'avez pas de préférence? Si, j'ai une préférence pour M. Bolsonaro, mais c'est vrai qu'il est un personnage un peu fantasque comme l'était Donald Trump à sa manière. Et donc, je ne suis pas non plus obligé de m'engager à 100% pour lui. Je regarde ça avec une certaine distance. Mais il se trouve que j'ai la famille au Brésil et que cette campagne, elle a quand même été pas facile ni pour les uns ni pour les autres. Et j'espère qu'après ces élections, le Brésil retrouvera une certaine stabilité. Question rapide sur Twitter. Elon Musk qui a racheté Twitter pour 44 milliards d'euros. Est-ce que vous saluez le retour probable de Donald Trump sur Twitter? Je salue le retour de la liberté du petit oiseau, oui. Et qu'on arrête de censurer Pierre, Paul ou Jacques, sauf si effectivement les propos sont racistes, etc. Mais je trouve qu'il y a eu une ligne de censure par rapport à un certain nombre de discours, notamment pendant le Covid, qui laisse quand même à penser qu'une certaine censure s'exerçait sur ce réseau. Et je pense que M. Musk, mais on verra, vous savez, il l'a dit, maintenant est-ce qu'il le fera? Quant à M. Trump, je crois qu'il a émis l'hypothèse qu'il ne voulait pas passer par le réseau Twitter et qu'il développait son propre réseau. Donc vous savez, là aussi, je suis un spectateur plus qu'un acteur. C'est à M. Musk et à M. Trump de voir quelle est la meilleure stratégie possible.